Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Bienvenue chez les GG pour en découdre avec nous et on va porter les gants tout à l'heure, mesdames et messieurs. Dans Sakuruma, il faut le rappeler, il est le président du CNOSC. L'actualité, c'est aussi cette sortie, évidemment, cette déclaration du CNOSC. On essaie de comprendre avec notre invité, mon cher Titi, dans Sakuruma, qui est avec nous, Moussa Moïsila. Bonjour dans Sakuruma. Bonjour Moïse. Bienvenue dans les grandes gueules. C'est un plaisir. Alors, on va vous donner l'opportunité d'expliquer. Apparemment, nous n'avons pas compris le contenu et l'esprit du communiqué à l'initiative donc du CNOSC. Expliquez-nous quel message vous avez voulu véhiculer à travers donc ce communiqué. Merci Moïse, merci à toute l'équipe des grandes gueules. Je ne suis pas venu pour en découdre avec quelqu'un, je suis venu pour m'adresser à mon auditoire, parce que c'est pour eux que je parle. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans ce communiqué? D'abord, permettez-moi de faire une petite introduction. J'ai beaucoup de respect pour les grandes gueules, parce que vous avez forgé, après plusieurs années de labeur, une opinion publique, et vous avez combler un espace où il n'y avait pas du tout possibilité de débat, avec un intervalle de liberté large, avec indépendance de propos et de prise de position. Ça, je vous le reconnais et vous faites l'honneur, n'est-ce pas, à la Guinée. Et vos commentaires et analyses, je les trouve très libres, je les respecte aussi. Mais au nom de la liberté et des principes démocratiques, je désapprouve certaines prises de position. Ça, c'est mon droit. Mais bien sûr. Et vous avez agi hier, c'est comme si vous avez nié complètement mon parcours. Et le débat était focalisé sur ma personne. Et pourtant, je ne suis pas acteur de la société civile qui a perdu une position politique pour se retrouver sur la scène société civile. Qui a perdu une position politique pour se retrouver à la société civile. Allusion à Abdourahmane Sano. S'il vous plaît. Honnêtement, je ne fais pas allusion à quelqu'un. C'est tout à fait clair. Allez-y. L'opinion que je donne, écoutez, n'engage que moi. J'ai suivi hier les commentaires sur la toile, parce que je tiens beaucoup compte de la réaction des internautes, c'est important. Et la précision là, je la donne, parce que je ne suis pas nostalgique d'un poste ministériel et je ne suis pas à la recherche. Sinon, ça fait 15 ans que je me bats. Depuis 2006, sans compter le mouvement étudiant, j'ai connu Titi à l'université, il m'a connu. Je suis sur la même trajectoire, la défense des libertés et des droits. 2006, acteur de la société civile, vice-président du Forum national des jeunes de la société civile, alors présidé par Mokhtar Diallo. 2007, devant la revendication sociale. 2009, au stade du 28 septembre. Vous n'allez pas nous endormir dans ce studio. Non mais attendez, c'est bien votre parcours. Nous on s'intéresse sur votre sortie. C'est ce que les grandes gueules. Revenir sur le sujet rapidement. Allons-y. Je vous ai demandé de me laisser faire une introduction. Vous avez eu 3 minutes là. Vous me l'avez permis. Désolé. Et tu devais me laisser terminer ça rapidement. Ok, on y va. Alors, sur le sujet précis de la déclaration, c'est un communiqué de 3 pages qui est structuré de la manière suivante. L'objet d'abord, j'ai été interpellé après la mise en place du front par les médias, par des acteurs de la société civile, par des hommes politiques. J'ai été appelé successivement par toutes les grosses pointures de l'opposition pour me demander pourquoi tu n'étais pas au lancement du front. Et avec certains, je me suis entretenu. Et la réponse était toute simple. Je n'ai pas eu l'information et il n'y a pas eu de consultation préalable pour demander est-ce que le CNOSC serait intéressé à un tel regroupement. Et sur ce plan, je ne pouvais pas y aller parce que ni par courrier, ni par téléphone, ni par consultation, formelle ou informelle, je n'ai pris vent. Alors, j'ai dit à ces médias que la réponse ne se trouve pas nécessairement avec moi. Peut-être ceux qui ont organisé le lancement pourraient aussi trouver d'autres éléments que j'ignore. Et l'autre chose, sur les fondements de revendications sociales, pour 2 raisons, je ne vais pas citer plusieurs, 2 raisons fondamentales. Je ne peux être que du côté de la défense de la Constitution. Je n'ai pas d'autre position que ça. Première raison, la Constitution de 2010 est la conséquence d'une série de révolutions sociales
qui ont remis en cause un certain nombre de manières de gérer les institutions, de gérer le pouvoir. Comme conséquence, un organe de transition dont les membres ont été pris au sein de toutes les catégories sociopolitiques et même économiques du pays, parce qu'il y avait aussi des opérateurs économiques et toutes les grandes formations politiques du pays et toutes les grandes centrales syndicales, et les membres ont été choisis sur la base d'un principe de démocratie interne. Cette instance, n'est-ce pas, où ce pouvoir constituant transitoire, j'ai eu l'opportunité d'y appartenir et de jouer un rôle de premier plan. Donc à ce titre, je suis fervent défenseur de ce travail, parce que nous ne l'avons pas importé, on a répondu à une demande sociale. Ouais. Deuxième raison, je ne suis pas un leader politique, donc je ne suis pas animé par une stratégie de conquête de pouvoir. Ceci m'amène, tout le calcul que je fais, c'est comment renforcer la participation des citoyens. Comment on n'a pas besoin d'être leader politique, s'il vous plaît, pour prendre position par rapport à ce qui se passe. Mais non, je n'ai pas dit que je prends position. Je dis je ne suis pas un leader politique pour conquérir le pouvoir, mais par contre, je suis un leader de la société civile pour défendre. Quelle est votre position aujourd'hui, s'il vous plaît, par rapport à l'actualité, ce qui se passe? Une série de revendications sociales. Oui. Et à ce titre, les deux raisons font. Oui. Je suis farouchement, et je parle à titre personnel, un défenseur de la Constitution et de la légalité. En clair. Au point de vue de mes engagements internationaux, il y a des garanties. Vous êtes contre toute modification ou toute nouvelle Constitution? Nous sommes contre toute révision de la Constitution qui violerait les dispositions constitutionnelles qui sont intangibles. Ou toute nouvelle Constitution. Ou toute nouvelle Constitution, parce que nous ne voyons pas dans la Constitution actuelle des arguments juridiques permettant de quitter la Constitution. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Pourquoi vous l'avez pas dit? Alors, ce que vous dites ce matin, docteur Dansa, s'il vous plaît, j'en viens. Et si clair, et si limpide, que vous n'avez pas besoin donc de vous fendre d'un communiqué. Le communiqué, Abouakar, tu avais la possibilité de m'inviter hier. Je vous ai invité plusieurs fois, docteur. Je vous ai invité plusieurs fois dans ce studio. Vous n'avez pas voulu répondre à notre invitation personnel. Oui, mais ça fait l'objet d'une assemblée générale. Pourquoi vous dites? Vous avez dit la pédagogie de la prise de décision. Pourquoi vous avez dit dans votre déclaration que le débat en ce moment sur une quelconque modification de la Constitution est illégal? Parce que c'est vous qui le dites. C'est clair. D'une part, vous dites que le débat sur une modification de la Constitution sur le troisième mandat est illégal, et le débat sur une constitution, une nouvelle constitution, est impertinent. Expliquez-vous. Impertinent. Alors je précise, pour le moment, la mine... C'est le débat qui est impertinent. S'il vous plaît. Pourquoi le débat est impertinent? Parce qu'il faut être légaliste. Avant de faire des revendications politiques, il faut connaître le contenu de la loi. La Constitution dit, et pour résumer un peu cette Constitution, l'article 152. D'abord, je fais un rappel. Les intangibilités contenues dans l'article 154 de la Constitution guinéenne n'est pas une fatalité. Elle existe dans l'article 175 de la Constitution nigérienne, qui a à peu près le même âge que la Constitution guinéenne, et dans l'article 118 de la Constitution malienne, pour ne comparer que ces deux pays. Alors, pour vous dire vrai, l'article 152 dit que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République et les députés à l'Assemblée. Ça veut dire quoi? Que la Constitution peut être révisée. Et les modalités par référendum et par vote des 2/3 est clairement définies dans la Constitution. Là, le CNOCS est rigoureusement fidèle et derrière cette disposition, et on la défend, au même titre que les autres dispositions constitutionnelles. Deuxièmement, deuxième article que je vais rappeler, l'article 154, l'article 27 dit que le président de la République est élu au suffrage universel, tout ce que vous savez, pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Et nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou pas. Deuxième article, c'est l'article 27 de la Constitution. L'article 157 dit quoi? 154 dit, entre autres, c'est-à-dire le principe de la laïcité, la forme républicaine de l'État, la Guinée est une république, pour ne pas aller plus loin, et la liberté, le pluralisme syndical et politique, et la durée et le nombre de mandats. La Guinée, on a dit durée et nombre de mandats. Le Niger a dit clairement les dispositions de l'article, je crois, l'article 45, qui parle de nombre de durée et de mandats. Donc, vous avez vu, leur précision est plus claire. Alors, au visa de ces dispositions, Lamine, on est des intellectuels, on est des leaders d'opinion,
on a une double obligation de donner la bonne information pour que beaucoup de Guinéens qui sont dans l'ambiguïté puissent... Parce que ce communiqué est ambigu. Non, on n'est pas maintenant dans le cadre du communiqué. C'est ce que je dis justement, raison pour laquelle on vous a invité pour éclairer savoir, oui, la position claire du CNOSC. C'est aussi simple que ça. Allez-y, madame. C'est pour le recadrer aujourd'hui. C'est bien. Docteur Dansa, vous dites que vous êtes un fervent défenseur de cette constitution. Notamment, vous avez parlé de ce qui peut comment on appelle, faire en sorte que, par exemple, soit l'Assemblée ou le président de la République initie une idée de révision constitutionnelle. C'est pas moi qui le dis. Vous êtes un fervent défenseur de ces articles-là. Ouais. Maintenant, à supposer que cela soit sur la table aujourd'hui, est-ce que vous défendriez cette hypothèse? Est-ce que vous partiriez dans le sens de soutenir l'idée d'une révision constitutionnelle aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question. Alors, l'idée de révision constitutionnelle, il y a deux composantes. Il y a une composante politique que je vais appeler opportunité sociétale, et ça, c'est un débat. Les politiques qui sont à la base de l'initiative doivent avoir un exposé de motifs assorti d'argumentaires pour une adhésion populaire. C'est à eux, ceux qui veulent modifier la Constitution, c'est à eux d'apporter cet argumentaire. C'est pas à moi de le faire, parce que pour moi, si c'est mon opinion personnelle, cette Constitution-là, on peut vivre avec. Parce que, comparativement à d'autres constitutions d'autres pays, quand vous faites la comparaison, c'est vrai, il y a des petites lacunes. Si un certain nombre de libertés ne sont pas clairement définies, dont la candidature indépendante aux élections nationales, il y a d'autres petites dispositions, mais aussi un certain nombre de grandes gueules. pouvoir public. Ça, c'est des lacunes. Mais ceux qui ont l'argumentaire de réviser, ils ont l'obligation de prouver l'opportunité sociétale. Et c'est une souscription politique. Bien, allez-y. Le deuxième aspect. Je termine la mine, si vous permettez. Le deuxième aspect, c'est la prescription légale. Est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui ne l'est pas? D'abord, en tant que membre du CNT, étant témoin du moment, et en tant qu'acteur de la société civile, nous avons une obligation d'informer la population sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ça, c'est pédagogique. La deuxième chose, si ce n'est pas dans les limites du légal, c'est clair, ça ne peut pas passer. Parce que la Constitution a déjà réglé ce qui peut être révisé, ce qui ne peut pas l'être. Allez-y, Moussa Mouissila. Il n'y a pas d'ambiguïté sur je ça. trouve que le docteur est un peu plus clair que son communiqué. Alors, ce que j'aimerais vraiment comprendre, la zone d'ombre que j'ai encore en tête, c'est le fait qu'il soit opposé, presque opposé, à ceux qui s'élèvent aujourd'hui pour protéger la Constitution qu'il dit défendre contre les assauts répétés des Moudjahidines qui veulent un troisième mandat, qui veulent une nouvelle constitution. Comment vous pouvez vouloir protéger la constitution actuelle et en même temps vous opposer à ceux qui s'élèvent parce qu'ils ont vu des signes avant-coureurs pour protéger cette même constitution? L'ambiguïté est là. Il dit qu'il n'a pas, ils n'ont pas de preuves matérielles, ils n'ont pas, il parle d'absence d'éléments matériels concurrents dans votre communiqué. Moi je crois que j'aimerais bien qu'on fasse la part des choses entre le débat d'hier et d'aujourd'hui. Non, le débat d'aujourd'hui. Je n'ai jamais dit ici et en dehors d'ici que j'étais contre le front. Mais j'ai expliqué pourquoi je n'y étais pas. Alors si vous voulez, vous pensez que la revendication sociale peut être monopolisée par une seule voix? S'il vous plaît, laissez-moi, s'il vous plaît. Juste la phrase, le débat est impertinent. Ceux qui mènent ce débat, ce sont bien les gens qui se sont élevés, qui se sont donné la main parce qu'ils ont vu le danger en face pour élever les... Je vais clarifier cette partie. C'est eux qui défendent la Constitution. Je vais clarifier cette partie. Vous dites que le débat est impertinent. Précédemment, il a dit que c'était une initiative prétentieuse. Précédemment, vous avez qualifié l'initiative de prétentieuse. Laissez-moi expliquer cette partie. Moi, je crois que nous devons évoluer dans le débat. Moussa, le communiqué de presse est la conséquence d'une assemblée où plusieurs compartiments, courants de pensée différentes, associations différentes sont venus donner leur point de vue sur un sujet. On a pris un procès verbal. Donc il y a une tempête d'idées. On prend en compte les préoccupations de chacun. Le CNOSC a toujours fonctionné sur cette base. Les questions d'intérêt national, je ne peux pas prendre les prérogatives seul de venir sur les médias et donner ma position. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont dans le texte. On a voulu être fidèle aux différentes prises de position des membres qui ont été convoqués autour de la table. Mais la conclusion était toute simple. Le CNOSC a renvoyé deux messages à l'opinion. Premier message, on est contre tout tripatouillage de la Constitution. Le mot tripatouillage, Titi, l'avant-dernier paragraphe de la déclaration est clairement souligné et en gras. Deuxième message qu'on a renvoyé, on a lancé un appel au président de la République.
dans un langage clair, après 40 années de combat politique, pour une Afrique digne et économiquement épanouie, il doit léguer à la nouvelle génération un héritage politique exemplaire. Et plus d'autres mots qu'on a ajoutés. Et cet héritage politique doit être fondé sur un soubassement basé sur le respect des principes démocratiques, dont l'alternance. Les deux messages sont clairs pour nous. Maintenant, là-dedans, si la méthode de décision nous a permis de prendre le point de vue, il y a des gens qui viennent dans notre réunion, M. Moussa, ils sont analphabètes. Je me rappelle, l'association des musulmans pour l'assainissement des mosquées, qui est une association membre, le président ne parle pas français, mais on donne la parole à chacun. Ça veut pas dire qu'il est analphabète. Hein. Non, c'est une façon de parler. Ah, il ne parle pas français. Ben voilà, il ne parle pas français, mais voilà, moi, c'est important. Je sais que tu es un moudjahidine. On donne la parole à tout le monde. Allez-y, Tamba. Et on tire une conclusion qui doit être conforme aux principes et aux valeurs que le CNOSS défend. Allez-y, Ce n'est vraiment pas un regroupement d'individus, c'est une coalition de coalitions. Bien, allez-y. Dans ça, alors il faudrait vraiment qu'on touche la plaie du doigt. Allez-y. Ce qui se dit de vous, c'est que dans sa Gourmand, vous êtes une société civile, en tout cas le CNOSS est devenu une plateforme de la société civile qui mange dans la même assiette que le gouvernement en place. Oui. Vous auriez manifesté votre opposition de façon énergique d'ailleurs contre des jeunes comme Sékou Koundono. Bon, je le dis clairement, vous allez vous défendre. Vous allez dire si c'est vrai ou faux. Parce que ce dernier serait assez pertinent dans son combat. Il a affiché clairement son opposition à tout tripatouillage de la Constitution dès le début. Et il s'est élevé pour la défense quand même des acquis démocratiques. Alors, dites-nous, est-ce que cette accusation, ce rapprochement, dit-on, entre vous et le président de la République, est-ce que c'est vrai? Quels sont véritablement vos liens? Et pourquoi le CNOSS d'aujourd'hui a perdu de sa verve? C'est plus la même plateforme qu'on a connue. Oui, mais dans ça, le constat est là. Mais je vais vous répondre. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein du CNOSS? Vous n'auriez même pas les moyens d'organiser votre congrès parce que les partenaires financiers ne vous font plus confiance. Parce qu'ils ne comprennent plus le jeu du CNOSS. Notamment le pouvoir. Voilà, exactement. Je peux un peu vous aider. Une société civile qui est avec le pouvoir ne peut pas avoir de difficulté d'organiser un congrès. Dans la mesure où des milliards sont en train d'être bombardés à l'intérieur du pays. Il faut être un peu rationnel. Si on dit que vous n'avez pas respecté vos ententes du passé et que le pouvoir a décidé de fermer le robinet. S'il vous plaît. Et il y a des choses qui doivent être claires. Hein. C'est pourquoi je pose ces questions. Le CNOSS n'a pas de mécanisme de financement avec le pouvoir. Ça, je vous le précise. Hein. Nous n'avons aucune ligne de crédit. D'abord, sur le plan institutionnel, il n'y a pas de possibilité. D'ailleurs, conformément à la loi, on a écrit au gouvernement pour dire que notre organisation, vu son parcours et vu les actions qu'elle a accomplies, mérite d'avoir le statut d'utilité publique. Ça nous a été refusé. Je donne cette précision. Il ne faut pas vous fier aux allégations. Ce que je peux vous garantir, je suis proche de tous les hommes politiques guinéens. Vous savez pourquoi? Il y a des gens dans l'opposition avec lesquels je consulte pour prendre certaines positions, parce que j'ai des amitiés avec eux. Mais force vive d'avant, dont je faisais partie, dont j'étais le coursier d'ailleurs, qui déposait les courriers et qui faisait certains trucs, tous étaient dedans, je les ai côtoyés. Mais au-delà de ça, une société civile comme le CNOSS est une institution publique qui a une obligation d'entretenir des relations de coopération avec tous les départements ministériels, conformément à la loi qui régit les ONG. Sur ce plan, quand je suis appelé par le président de la République pour une quelconque consultation, j'ai l'obligation d'y aller, mais avant d'aller, vous vous rappelez très sincèrement, une fois la société civile a rencontré le président de la République, j'ai pris soin que toutes les plateformes de la société civile soient conviées, et nous avons fait une réunion préliminaire pour préparer le message à faire passer. Sur ce plan, la reconnaissance du CNOSS comme une organisation principale de société civile, il ne faut pas que ça offusque les organisations naissantes. Ça fait plus de 15 années de combat sur le terrain. Au moment où certaines n'existaient pas aujourd'hui, le CNOSS était au charbon pour faire des manifestations, pour contrer toute forme de confiscation des libertés individuelles. Ça doit avoir une trace. Et cette trace-là, c'est la reconnaissance officielle. Les bailleurs que je vous parle, aujourd'hui, je ne vais pas essayer de vanter la situation, la santé. C'est vrai, j'ai eu du mal à redresser le CNOSS après l'équipe qui m'a précédé. Hein. Parce que quand on parle de 200 000 € de détournement, avec ce que ça constitue comme
comme manne financière et comme conséquence en termes de crédibilité de l'organisation, j'ai eu du mal à redresser ça. Mais je suis parvenu, parce que le CNOSC est retourné au niveau de toutes les instances africaines et internationales. C'est nous qui représentons la société civile, que ce soit au FAFCAO, à l'ECOSOC, dans toutes les entités. En plus de ça, nous avons des partenariats solides avec des organisations, même des appuis institutionnels d'organisations du Nord. La santé en matière de coopération d'une organisation se mesure par sa capacité d'avoir des appuis institutionnels. C'est-à-dire un partenaire du Nord dit « je vous donne tel montant, vous le justifiez. Je ne vous exige pas, n'est-ce pas, de le dépenser sur ça. » Nous l'avons. Et nous sommes en train de négocier des contrats. Cette année, en 2019, les organisations membres, j'ai déjà envoyé les intentions de financement. Nous sommes à hauteur de $500,000. Avec l'aide de financement dont les contrats, certains sont signés. Les grandes gueules. La crédibilité dont vous parlez, c'est une quête quotidienne. Le passé de l'organisation est déterminante et les tournures du contexte aussi sont déterminantes. Donc, et je termine en vous disant, je ne veux pas que vous personnalisez le débat sur des individus. Tous les jeunes que vous connaissez, la plupart des jeunes que vous connaissez aujourd'hui, qui parlent fort côté société civile, j'en ai contribué à leur formation. J'ai positionné la plupart. Je voudrais vous ramener. Je ne suis jamais contre un jeune qui émerge. Juste une question. Je voudrais vous ramener. Permets à Bakar Diallo. Déjà, moi, pour revenir là-dessus, avant de passer à ma question, je ne suis pas impressionné par un montant de financement de 500 000 euros, 500 000 dollars. C'est libre. Intention, parce que oui, il y a des organisations bien simples ici qui te mobilisent 1 million, 2 millions d'euros. On en connaît. Franchement, c'est pas impressionnant. Ah ben oui, il y a plein d'exemples au sortir. Je peux vous en donner quelques-uns. Alors, on avance donc sur. Nous, on est quand même. On avance donc sur. Vous posez la question, s'il vous plaît, dans ça. Je vais avec vous sur cette question. Vous avez dit la lutte contre le troisième mandat est illégale. Non, je n'ai jamais dit, c'est faux en bas. Dans votre communiqué, c'est plus ou moins cela l'idée. J'ai dit le débat sur le troisième mandat, c'est-à-dire demander ceux qui demandent. Alors je précise, ceux qui demandent un troisième mandat sont dans l'illégalité. Ce débat, je te le rappelle. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Écrit, le débat sur le troisième mandat. Alors, tenez-vous à ce que je dis. Non, ce que vous avez. Vous voulez communiquer. On va s'écouter, les gars. Communiquer, on ne peut pas l'effacer quand même. Non, je suis désolé. Question. Allez, vas-y. Vous avez dit le débat sur. Non, ce n'est pas vrai. Docteur Mansa, vous avez dit, permets Moussaïro, le débat sur le troisième mandat est illégal. Je peux le prouver. Ça ne veut pas dire que ceux qui demandent le troisième mandat sont dans l'illégalité. Ça veut dire que tous ceux qui portent le débat sur ce troisième mandat, pour ou contre, d'ailleurs c'est ce que vous dites, il est illégal. Deuxièmement, vous dites sur une nouvelle constitution est impertinente. Jusque-là, j'ai pas compris ce qui est illégal là-bas et ce qui est impertinent là-bas. Dites-nous c'est quoi. Ne te fatigue pas, Tamba. C'est une question toute simple. C'est vous qui vous fatiguez. Mon ami Tamba, moi je suis pas fatigué, je suis à l'aise. Allez-y. Je suis très relax et à l'aise. Je n'ai jamais été autant à l'aise qu'aujourd'hui. Ce que je peux préciser pour les auditeurs, si la Constitution dit la mine, et tous les auditeurs, je veux que la Guinée soit témoin du message que je vais faire passer, que le nombre que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, et nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou pas. Vous parlez de troisième. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'illégalité? Vous avez vu un peu le souci qu'il y a. Vous l'avez mal dit. Il faut reconnaître que vous l'avez mal dit. Première chose, sur l'impertinence. L'impertinence du débat sur la Constitution, sur la nouvelle Constitution, je vais le démontrer tout simplement. La Constitution actuelle dit qu'on peut la réviser, n'est-ce pas, à l'article 152. Et ça précise qu'on ne peut pas réviser. Alors, au lieu de parler de nouvelle Constitution, pourquoi, si le projet qu'on a à soumettre, c'est un projet qui est de nature à renforcer la Constitution actuelle, n'est-ce pas, et à créer beaucoup de possibilités pour son exercice, pourquoi parler Je ne vois pas d'impertinence à une démarche qui est plutôt politique. Les grandes gueules. Franchement, je ne vois pas... C'est une démarche qui est quand même prévue dans l'exercice démocratique. La possibilité pour un chef de l'État de proposer une nouvelle constitution et de passer à une autre république. Alors, je vais vous demander tout simplement, dans la littérature en matière de droit constitutionnel, oui, mais je veux que nous parlons de la constitution guinéenne et des instruments juridiques africains que la Guinée a ratifiés et qui sont des éléments complémentaires de la constitution. Vous connaissez un seul texte de loi qui parle de possibilité de changer de république? Je veux que vous me citez l'article. Si vous ne connaissez pas, poser un tel débat, nous estimons que c'est impertinent.
Et si le mot impertinence ne pèse pas lourd, Tamba, vous savez, vous avez l'art de manier le français. Parlez pas de moi. Parlez pas de moi. Moi, on va pas tourner autour de ça. C'est le combat évolué. Allez-y, madame. Je parlerai de toi. Allez-y. Parce que tu parles de moi. Lamine, dans l'histoire, justement, dans l'histoire de la gouvernance, non. Vous savez, il y a un petit souci. Quand vous avez pris la parole, vous avez dit, et ça c'est une remarque importante que je veux vous faire, en tant que frère, mais également en tant qu'observateur de la société civile guinéenne, au départ vous avez dit, ne parlez pas, c'est pas dans ça. Pourquoi parler de dans ça? Mais depuis toute cette interview que nous avons, c'est le moi qui est en train de primer. Et je pense que ça affecte le fonctionnement du Nord. Je veux terminer en disant que les gouvernances successives, les gouvernances successives que l'on est en train, les gouvernances que l'on est en train, les gouvernances que l'on observe. Mais c'est important. Vous allez y venir. Docteur Dansa, c'est vous qui êtes venu et vous nous avez dit que ça ne porte pas sur vous. C'est ce que vous nous avez dit dès le départ. Mais sur toute la ligne, vous avez dit j'ai et c'est vous. Moi, je veux simplement faire observer à Dr Dansa Koma que la Guinée n'est pas une exception. Il y a eu de nouvelles constitutions proposées ailleurs. On est passé à d'autres républiques. Comment passe-t-on d'une république à une autre, Dr Dansa Koma? Je veux que tu me dises exemple de notre pays. Il y a combien de docteurs quand même? Comment on est passé à la 5e République quand même? Oui, mais dites aux auditeurs comment ça a été fait. Non, c'est à vous qui dites que c'est pas pertinent. De toute façon, on n'est pas resté à la 4e République. Moi, je vous dis une chose. Donne-moi l'exemple du pays qui a passé de république et dans quel contexte. Je pense encore. Il n'y aura pas des affirmations sans prouver. Je pense encore une fois. Ça, c'est la tension jusqu'à la 5e. Voilà. Allez, on ne peut pas continuer comme ça parce que les auditeurs doivent comprendre. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.